16 métamorphoses d'Ovide. Introduction. Par de nombreux aspects, l'époque d'Ovide ressemble à la nôtre. C'est une période d'incertitude et de bouleversement. Un tournant entre deux siècles. Le premier avant Jésus-Christ, le premier après. Entre deux mondes, le monde païen, le monde chrétien. Et plus précisément, à Rome, entre deux régimes politiques, la République et l'Empire. La naissance de l'Empire romain soulève bien des espoirs. Mais quand Ovide atteint sa maturité, une certaine désillusion s'est emparée des esprits. Ovide, comme les autres poètes, chante des louanges d'Auguste, le premier empereur, et pourtant Auguste l'envoie en exil, loin de son pays. La vie d'Ovide. La vie d'Ovide ne nous est pas entièrement connue. Cependant, nous savons qu'il est né en 43 avant Jésus-Christ, dans une ville du centre de l'Italie. Il appartient à une famille de petite noblesse, sans grande fortune. L'Italie est alors en pleine guerre civile. La République vit ses derniers jours. 1 an auparavant, Jules César a été assassiné. Son fils adoptif, Octave, entre bientôt en lutte contre Antoine, qui lui aussi, allié de la reine d'Égypte Cléopâtre, prétend au pouvoir suprême. En 31 avant Jésus-Christ, au cours de la bataille navale d'Actium, Octave triomphe de son rival, Antoine, et Cléopâtre se suicide. Quelques années plus tard, sous le nom d'Auguste, Octave devient le premier empereur romain. L'Empire est né. Une période de paix s'ouvre et tous les poètes célèbrent à l'envi le nouvel empereur. Parmi eux se trouve Virgile, l'auteur de l'Énéide. Les troubles de l'époque n'ont pas empêché le jeune Ovide de faire de bonnes études à Rome. Il apprend les règles de l'éloquence et s'entraîne à plaider. Mais il ne veut pas devenir avocat. Il n'a de goût que pour la poésie. Afin de compléter son éducation, son père l'envoie en Orient, comme c'est la coutume pour les fils de bonne famille. Pendant 3 ans, Ovide, accompagné d'un ami, parcourt les rives du bassin méditerranéen. Il visite la Grèce, patrie d'Ulysse et de Thésée, se rend en Asie mineure pour voir l'Ilion, la cité reconstruite sur les ruines de Troie. Il s'arrête longuement en Sicile, pris par le charme de la ville telle que Syracuse, fondée autrefois par les Grecs, plein d'admiration pour le spectacle grandiose de la nature, les vapeurs sulfureuses des marées et les flammes de l'Etna. Ainsi se fixent dans son esprit les traits des paysages qui serviront de cadre aux futurs épisodes des Métamorphoses. Rentré à Rome, Ovide se lance dans la carrière d'homme de lettres et publie son premier recueil, Les Amours, en 15 avant Jésus-Christ. D'autres livres lui succèdent, en particulier Les Héroïdes, lettres imaginaires d'héroïnes de la mythologie, et L'Art d'aimer. Il écrit aussi une tragédie, Médée, aujourd'hui perdue. Ses livres connaissent le succès. Virgile, le grand poète du règne d'Auguste, est mort en 19 avant Jésus-Christ. Ovide, plus jeune, devient un auteur à la mode. Ses ouvrages, essentiellement consacrés aux peines et aux plaisirs de l'amour, le font considérer comme un écrivain agréable et frivole, parfois immoral, mais en même temps qu'il rédige ses pièces légères, il commence à composer une œuvre d'une toute autre importance, les Métamorphoses. En comptant les métamorphoses des dieux et des hommes, en retraçant leur histoire du commencement du monde jusqu'à la mort de Jules César. Ovide a l'ambition d'égaler Virgile. Les Métamorphoses peuvent rivaliser avec l'Énéide. Alors qu'il est plongé dans la rédaction de son ouvrage, pas tout à fait terminé, en l'an 8 après Jésus-Christ, le poète reçoit de l'empereur Auguste l'ordre de quitter Rome. Il y laisse sa femme, sa fille, tous ses biens. Il part en exil, à Thôme, au bord de la mer Noire.
Dans l'actuelle Roumanie, nous ignorons pour quelle raison exacte le poète est ainsi relégué dans une contrée froide et lointaine, que les Romains considèrent comme un pays barbare. Dans son désespoir, avant de partir, Ovide brûle un exemplaire des Métamorphoses. Heureusement, plusieurs copies de l'œuvre circulent déjà à Rome. Malgré ses nombreuses suppliques à l'empereur, puis à son successeur, Tibère, Ovide doit demeurer en exil. Il écrit encore 2 recueils, au titre significatif. Les Tristes et les Pontiques. La mer Noire est appelée le pont Euxin par les Romains. Il meurt en 17 après Jésus-Christ. Il n'aura pas vécu assez longtemps pour entendre parler du christianisme, cette religion nouvelle qui transformera le monde. Les Métamorphoses. 15 volumes, plus de 12 000 vers, 230 récits de métamorphoses. Voici un des plus longs poèmes de l'Antiquité. L'œuvre a du succès dès l'époque d'Ovide. Pour les auteurs du Moyen Âge, elle représente un réservoir inépuisable de citations et d'histoires. À la reconnaissance, avec l'intention de l'imprimerie, les éditions se succèdent. Depuis, au long des siècles, les Métamorphoses continuent à inspirer poètes, peintres et musiciens. Elles s'intéressent encore le lecteur moderne. Elles font partie du patrimoine culturel de l'Europe. Pourquoi ce succès qui ne se dément pas? Ovide est d'abord un excellent conteur, vivant et varié, capable de prendre tous les tons, tendres ou violents, tragiques ou amusés, d'interrompre un récit pour en conter un autre, à la manière de Scheherazade dans les Mille et une nuits, d'établir des liens d'un conte à l'autre, grâce au rappel d'un épisode précédent, à la présence d'un personnage déjà connu, tous procédés qui maintiennent le lecteur en haleine et qui donnent envie de savoir la suite. Ovide connaît aussi le cœur humain dans toute sa complexité. Ses héros sont en proie au doute, au regret, à la passion, à la folie. L'écrivain nous livre leur monologue intérieur, nous les montre pesant le pour et le contre avant d'agir et nous fait partager ainsi leurs émotions et leurs sentiments. Un autre intérêt du livre, c'est de nous fournir au fil du récit toutes sortes de renseignements sur la manière de vivre des anciens, les repas, les travaux et les jeux, les rites du mariage ou du deuil, les pratiques religieuses. Le décor est toujours tracé avec précision et le sens du pittoresque. Certaines descriptions font songer aux chefs-d'œuvre de l'art antique. La tapisserie tissée par Pallas, avec ses dieux sagement alignés, évoque une frise du Panthéon. Ovide ne se contente pas de répertorier, avec beaucoup de talent et d'érudition, des récits mythologiques, ou même de les inventer, car cela lui arrive. Comme les hommes de son époque, il ne croit pas aux dieux dont il narre les aventures, mais il nous fait part d'une réflexion sur les grands problèmes de la vie. Il expose une philosophie inspirée par des penseurs grecs ou latins. À ses yeux, l'univers est un perpétuel métamorphose. Tout se meurt et se transforme sans cesse. Et l'amour est la force vitale qui anime chaque gens. Ce monde en perpétuel mouvement, le sculpteur ou le musicien est chargé de l'exprimer et dans une certaine mesure d'agir sur lui. Grâce aux figures de Pygmalion, d'Apollon et surtout d'Orphée, qui sont ses porte-paroles, Ovide nous invite à réfléchir au rôle de l'artiste et au mystère de la création artistique.
L'adaptation. Mettre à la portée des enfants aujourd'hui certaines des métamorphoses d'Ovide est un travail plaisant mais difficile. Il s'agit d'une adaptation, non d'une traduction, l'expérience montrant qu'un texte trop fidèle, hérissé de mots compliqués, bardé de références mythologiques, semble incompréhensible aux jeunes lecteurs et les lasse vite. Le souci de sélectionner des passages variés, captivants et significatifs m'a guidé dans mes choix. J'ai pris soin de conserver le mouvement de chaque texte et le déroulement des épisodes, de respecter le caractère des personnages et la tonalité de chaque extrait. Mais pour rendre le récit plus facile à suivre et à savourer, j'ai souvent dû abréger, condenser, supprimer parfois certaines longueurs, gardant seulement quelques détails expressifs. Ovide s'adressait à des esprits cultivés, pour lesquels la mythologie n'avait pas de secret. Il pouvait procéder par allusion, sûr d'être compris. Ce n'est pas le cas présent. Bien des éléments de la vie compliquée des dieux et de leur généalogie nous échappent. J'ai donc simplifié les nomenclatures, exprimé en clair les allusions, et, pour ne pas alourdir à l'excès le texte, par des notes incorporées, quelquefois au récit, les explications indispensables. Tel qu'il est, ce petit recueil ne prétend pas à la perfection, mais il voudrait donner à ceux qui le liront une idée juste d'un grand auteur latin, de la richesse de son œuvre, de la beauté de son écriture, et leur permettre de pénétrer, le temps de la lecture, dans le monde d'Ovide, à la fois réaliste et merveilleux.